Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de ServiceNow, entreprise dans le secteur des logiciels. Et de façon générale, on va parler de toutes les entreprises qui souffrent autour du narratif avec l'intelligence artificielle, qui, en tout cas si on écoute le narratif, va tuer pas mal de logiciels et d'entreprises, etc. Même au-delà d'ailleurs des logiciels, on peut penser à des boîtes comme Meta qui souffrent en ce moment du narratif. Donc pour aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce que fait l'entreprise, on va regarder les chiffres et ensuite je ferai une conclusion plus large sur tout le secteur. Pour information aussi, pour les membres du programme et de la communauté, je viens de vous faire une nouvelle vidéo quantitative sur 5 actions ce matin. Et d'ailleurs, on avait fait ServiceNow il y a quelques semaines, on avait fait des projections aussi. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à une communauté d'investisseurs dans laquelle on échange au quotidien, où je fais des posts tous les jours depuis bientôt un an, où je fais aussi mes vidéos, partage mes achats, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre, surtout que c'est sans engagement. Donc au bout d'un mois, vous pouvez soit rester dans la communauté, soit retourner que sur YouTube. Et ça permet de découvrir le travail avec assez peu de friction. Et si vous voulez aussi la partie formation, vous avez la formation qui a été mise à jour, disponible avec l'abonnement annuel. Et on attaque avec la vidéo, et comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement, c'est important, je le répète à chaque fois, mais je pense que chaque personne doit vraiment prendre ses décisions et savoir pourquoi on achète toute entreprise en portefeuille ou tout investissement d'ailleurs. Donc ServiceNow, c'est une plateforme cloud SaaS, donc Software as a Service, donc logiciel par abonnement, qui est conçue comme un système d'exploitation pour les entreprises, dont le but c'est d'automatiser et de centraliser la gestion de flux de travail, donc les workflows en anglais, en interne. À l'origine, ils étaient spécialisés dans les tickets informatiques pour résoudre les problèmes, et aujourd'hui ils se sont étendus à tous les départements, ressources humaines, services juridiques, etc. Et en gros, ça permet de remplacer les emails et les fichiers Excel de suivi qu'on peut connaître d'ailleurs dans les petites entreprises et d'interconnecter tous les services en plus en intégrant de l'IA puisqu'ils s'y mettent aussi. Donc voilà un petit peu pour les activités de l'entreprise. Évidemment, je vous invite à aller lire les présentations destinées aux investisseurs, les documents complets, écouter la direction, etc. Mais ça, on en reparlera en conclusion. Au niveau des croissances, là si vous prenez en un an sur le premier trimestre 2026, on était toujours à plus 22%, ce qui est assez impressionnant. Et pour 2026, ils nous annoncent plus de 22% de croissance sur le chiffre d'affaires, 35% de marge sur flux de trésorerie disponible, donc impressionnant. Et sur les marges brutes, plus de 80% de marge. Après, c'est pas étonnant sur du logiciel, mais c'est à noter. On va aller un petit peu regarder les documents financiers ensemble, et après on pourra aller aussi aller sur un logiciel. Donc pour rappel, toutes ces entreprises elles souffrent parce que le narratif en ce moment c'est que pourquoi une IA ne pourrait pas remplacer ces business, et on en reparlera en conclusion parce que je pense que le narratif est un petit peu abusé sur certaines entreprises. D'ailleurs je suis pas le seul à le penser, même Jensen Huang, le patron de Nvidia, en parlait. Ça on en reparlera en conclusion. Mais forcément, pour vous montrer le graphique quand même, ces entreprises font beaucoup parler parce que là depuis les points hauts, elle a corrigé de plus de 48% actuellement. Au plus bas, elle avait corrigé de plus de 64%, et là elle est à plus 45% depuis les points bas. Donc c'est pour ça que ces entreprises ont fait beaucoup parler, parce qu'elles ont fortement baissé en bourse. Ici, vous avez les croissances au premier trimestre, et ils nous maintiennent les 22% de croissance pour l'année complète annoncée. Très bonne marge sur ce business. Je vais quand même aller voir l'état financier de l'entreprise, sachant que là, je vais regarder le document en direct avec vous. Je n'ai pas spécialement préparé la vidéo, j'aime bien découvrir les documents ensemble. Donc, vous voyez le chiffre d'affaires là, grosse augmentation entre 2025 et 2026 sur 3 mois. Si je voulais vous chercher de la même façon le cash et cash équivalent, vous l'avez ici, qui est en baisse. Ils ont baissé un petit peu au niveau du cash. Je vais aller chercher aussi la dette long terme. Il y en a moins que du cash, donc ils pourraient la rembourser instantanément. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et au niveau des flux de trésorerie disponibles, compensation en action 547, cash issu des opérations 1670 et investissement en capex 141. Donc malgré le fait qu'on ait réintégré toutes les compensations en action pour les employés de la direction, on est toujours en free cash flow très positif. Si vous le calculez en réintégrant de l'ordre de 1500 millions de dollars de chiffre d'affaires, et si on ne réintégrait pas plutôt dans les 1000 pour un chiffre d'affaires sur ce trimestre, parce que là on est sur un trimestre, il était de combien? Vous allez retrouver les marges de 35% en fait, c'est pour ça que je regarde ça, de l'ordre de 3000. Donc voilà, un tiers, vous retrouvez vos 35% de marge. Impressionnant. Et donc voilà, un bilan qui est OK, qui génère beaucoup de cash, et surtout un business qui a beaucoup de croissance. Vous allez le voir ici. Chiffre d'affaires, voilà. Je sais pas comment dire, à part que c'est une exponentielle assez impressionnante. Et toute la peur, c'est est-ce que ça va ralentir ou pas à cause de l'IA. En tout cas, c'est le narratif qu'il y avait. Pour l'instant, on ne le voit pas du tout en trimestriel.
Et je pense que certainement que c'est un petit peu exagéré. Voilà. Ok, juste les valorisations, je vais regarder avec vous rapidement. Alors ça, c'est les actions qu'on regardait ensemble dans le school. Et je vais mettre les valorisations ici. Vous voyez sur le graphique que j'avais créé pour une autre entreprise, mais il est intéressant, donc je vais vous le montrer pour celle-là aussi. Vous voyez le prix de l'action qui a fortement baissé, le ratio de prix, là, le prix par rapport au chiffre d'affaires qui est passé à 6 fois le chiffre d'affaires contre plus de 20 fois il y a, allez, 1 an et demi, 2 ans. Et pourtant, le chiffre d'affaires qui continue de monter. Ça vous montre à quel point des fois il peut avoir une décorrélation. Il me fait beaucoup sourire ce graphique. Et si je vous montre du coup le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel, et puis on peut prendre aussi le prix par rapport au flux de trésorerie disponible sans réintégrer les compensations en actions, je vais vous montrer, on est très très bas sur les médianes. Regardez, médiane à 125 contre 48 actuellement si on ne réintègre pas les compensations en actions, ce qui reste toujours élevé, hein. Mais c'était à 33 il y a encore peu, prix par rapport au chiffre d'affaires à 8 récemment, 8,99, donc allez, on va arrondir à 9, contre une médiane à 15, donc on est toujours pratiquement 2 fois moins cher que l'historique là sur globalement, allez, 5 ans. Donc voilà, l'entreprise s'échange toujours sur des ratios de prix bas. Je vous invite évidemment à faire à chaque fois des projections parce que ça, c'est le passé et il faut projeter dans l'avenir, avoir une croissance au chiffre d'affaires, des marges futures réactualisées dans le présent comme je le fais dans plein de vidéos. Et j'invite évidemment à le faire aussi sur ServiceNow ou toute entreprise pour obtenir un prix cible à payer. Mais juste en regardant les valos passés, bon, on est quand même beaucoup moins cher que les médianes historiques. Ce qui m'amène du coup à ma réflexion sur les logiciels sur l'IA. Sont-ils condamnés ? Je ne vais pas ici parler de décroissance, sinon ce serait la fin de l'analyse, mais je voulais vous reparler quand même des croissances, parce que j'arrive à imaginer un scénario, et ça on en parlait ensemble dans un post, j'arrive à imaginer un scénario où les logiciels peuvent devenir, entre guillemets, plus matures, avec une baisse de la capacité à fixer les prix, tout simplement parce qu'il y aurait peut-être moins de barrières à l'entrée sur certains types de logiciels, et après je vais citer plein d'entreprises en conclusion pour en parler justement. Aussi peut-être une compression des marges, ou en tout cas une croissance qui ralentit, parce qu'il y aurait moins de barrières à l'entrée, parce que ça devient plus facile de coder un logiciel avec l'IA. Et je pense que c'est vrai. Et c'est pour ça que je vais vous parler après de données, de capacité à fixer les prix, d'avoir des logiciels assez uniques, et je pense que certains logiciels vont souffrir énormément de l'intelligence artificielle. Je ne pense pas que ce soit qu'un narratif. Et donc, si on a une baisse de la capacité à fixer les prix, donc baisse des marges, ralentissement de la croissance, s'il y a de la décroissance, alors là, on n'en parle même plus, fin de l'analyse pour moi. Mais je serais pas étonné en fait de voir des ratios de prix compressés et qu'on ne les retrouve jamais. D'où le fait que je fais des analyses très conservatrices sur ServiceNow aussi. Je fais une analyse très conservatrice quand j'avais fait le fichier. Et en fait, la question que je me pose, on va l'avoir en conclusion ensemble, parce que j'ai des logiciels en portefeuille. Je vous en avais parlé récemment, j'ai beaucoup parlé de Meta, c'est pas tout à fait du logiciel, mais ils se sont fait embarquer dans le narratif autour de l'intelligence artificielle parce qu'ils investissent beaucoup là-dedans. Donc Meta a beaucoup souffert et je trouve que la valeur est basse aussi, comme sur ServiceNow. Alors après, il y a le prix cible, chacun le paye avec la décote qu'il veut, mais je peux pas dire que c'est ultra cher, surtout quand c'était dans les 80-90. Je vous avais parlé de Zeta, je vous ai souvent parlé de Dassault Systèmes, etc. Aussi de Téléperformance qui, par exemple, m'inquiète plus, ou un Adobe dont on va parler. Et au final, pour moi, la donnée, ça va rester le nerf de la guerre. La donnée, le fait qu'on soit déjà implanté dans les entreprises, et qu'on ait donc une rétention. Mais c'est ce que je vous disais plutôt dans la vidéo, c'est que, ok, si on a de la rétention, on va peut-être garder le chiffre d'affaires. Mais ensuite, il faut aller chercher des nouveaux clients. Et donc, pouvoir aller chercher des clients parce qu'on a un avantage compétitif. Par exemple, je parlais de boîtes comme Zeta et Meta récemment, pour lesquelles, pour moi, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un énorme avantage. Et à l'inverse, je prends un Téléperformance, il va vraiment falloir qu'ils intègrent de l'IA parce que sinon, ils vont très très vite pouvoir se faire disrupter par des logiciels qui vont tout simplement faire la gestion client, la gestion des appels à leur place. Et par exemple, je prends un Adobe qui ne doit pas rater le tournant de l'IA. Personnellement, j'utilise des logiciels concurrents, notamment DaVinci Resolve pour les vidéos, maintenant aussi les photos. Et donc, il va falloir qu'ils arrivent à maintenir cette capacité à fixer les prix face à des entreprises qui viennent créer des logiciels concurrents. Et c'est pour ça que j'ai souvent aussi parlé d'un Dassault Systèmes, que je trouve un peu cher à mon goût en ce moment, j'avais déjà fait des vidéos dessus, mais un Dassault Systèmes, ils sont déjà implantés dans les entreprises, ils ont SolidWorks, ils ont Katia, ils ont Enovia, ils ont un écosystème, des ingénieurs qui savent les utiliser, il faut bien une interface pour communiquer, et donc plus le logiciel il est spécialisé, le plus il a de la donnée privée d'entreprise, et en plus ils peuvent jouer sur la confidentialité, ce que je vous ai écrit ici, le plus ils vont profiter de ça, ou en tout cas le plus ils vont être protégés le temps de mettre en place
des outils d'IA. Et par exemple, on sait que Dassault Systèmes travaille avec NVIDIA pour intégrer de l'IA à CATIA, à SolidWorks, à Enovia. Donc si je résume, en fait, dans le monde de l'IA, vous avez des logiciels qui vont beaucoup moins m'inquiéter et que j'ai en portefeuille, et d'autres sur lesquels je serai beaucoup plus inquiet. Vous avez déjà parlé de téléperformance, où ils vont peut-être réussir à faire la transition et survivre, mais c'est difficile pour moi de m'en convaincre. Et au final, si je l'ai en portefeuille ou pas, eh ben, ça va m'amener aux questions que je vous ai écrites en dessous. Déjà, ServiceNow, pour finir sur eux, ils ont l'air très implantés dans les entreprises avec beaucoup de données, beaucoup de confidentialité. Et par exemple, je donne souvent cet exemple de Airbus et Boeing. Si vous êtes une compagnie aérienne, vous avez Airbus, Boeing et un fournisseur quelconque d'avions pas encore connu, qui a pas pignon sur rue et qui est genre 20% moins cher, vous prenez pas le risque, vous achetez Boeing Airbus ou Bombardier, etc. pour les plus petits avions. Je prenais aussi l'exemple d'ASML, ça c'était au cœur de ma thèse d'investissement l'été dernier. Si vous êtes un fabricant de composants électroniques, si vous êtes une foundry comme Samsung, Taiwan Semiconductor, etc., vous achetez la machine ASML qui fonctionne, que vous connaissez depuis longtemps, qui a pignon sur rue, ou vous achetez la nouvelle machine que personne connaît pour gagner 15 à 20%. Ben, je vois un petit peu la même chose sur les logiciels. Si on a un logiciel qui fonctionne, qui est connu, qui a fait ses preuves, et qu'on sait répondre à cette question, eh ben, pourquoi pas y aller. Et à l'inverse, si on ne sait pas répondre à la question, ça devient plus compliqué. Je prends par exemple un Adobe. Je ne sais pas personnellement trop répondre à la question de comment ils vont faire face aux logiciels concurrents. Certes, ils sont implantés dans les entreprises, ils ont une très bonne rétention, etc. Mais pour aller chercher de nouveaux clients, personnellement, je ne suis pas chez eux. Et il y a quelques années, quand j'ai commencé mon petit business, j'aurais pu être un client. Et je voyais pas forcément de choses qui me faisaient aller plus vers eux qu'un autre. Alors que à l'inverse, par exemple, quand je regarde un Dassault Systèmes, en fait, moi, je sais plus répondre à la question parce que je comprends leur logiciel, je les ai utilisés, je vois les avantages compétitifs. Et c'est ce que je vous dis ici. Est-ce que je comprends l'entreprise en fait? Et donc il y a ma réponse et il y a la réponse que chacun aura face à ces entreprises. Par exemple, quand je regarde un Dassault Systèmes, j'ai une opinion. Quand je regarde Meta, Zeta, j'ai une opinion. Et quand je regarde un Téléperformance ou Adobe, c'est plus dur pour moi de répondre parce que je comprends moins. Et je prends un ServiceNow, c'est un peu comme un Salesforce et tous ces logiciels qui permettent de faire tourner les entreprises. C'est pas des business que je comprends énormément. Ça veut pas dire que c'est des mauvais business, ça veut dire que quand je réponds à la question est-ce que je comprends le business, est-ce que j'ai écouté la direction, est-ce que je comprends ce que me dit la direction, franchement, j'ai écouté les appels par exemple de Salesforce, de Adobe, j'ai écouté beaucoup du Meta récemment. Selon le type de business, je comprends plus ou moins. Et donc, je peux plus ou moins l'avoir en portefeuille. Et très belle entreprise. D'ailleurs, comme beaucoup de ces entreprises, je vous ai cité juste au-dessus, je pense que le SaaS-apocalypse, c'est qu'en gros, l'apocalypse qui arrivait sur les logiciels, c'est un mot anglais qui a été beaucoup popularisé, je pense qu'il a exagéré sur pas mal d'actions. Et je suis pas le seul à le penser, Jensen Huang en parlait aussi. Et voilà, quand je prends Meta, Dassault Systèmes, Zeta, etc., tout à payer au bon prix. Hein. Évidemment, même ServiceNow, ne pas la payer n'importe quel prix. Je pense que les peurs sont abusées, mais sur d'autres logiciels, j'arrive pas forcément à m'en convaincre. Comme je vous disais, je suis beaucoup plus confiant sur le qualitatif d'un Meta que d'un Téléperformance ou d'un Adobe, Zeta, Dassault Systèmes, ServiceNow, Salesforce, etc. se forger sa propre opinion. Et si je vous dis ça, c'est parce que les baisses peuvent durer et il faut s'en être convaincu. Donc voilà, vidéo sur laquelle je voulais revenir plus de façon générale sur les avantages compétitifs de ces entreprises. Je pense pas que ServiceNow était si cher que ça, surtout pendant la baisse. Même actuellement, elle est beaucoup moins chère par rapport à ses médianes historiques. Évidemment, j'invite chacun à établir ses fichiers de prix cibles, etc. Et surtout se poser des questions sur l'avenir, sur la croissance. Est-ce que je pourrais la rentrer en portefeuille? J'ai pas encore fini mes recherches, et en fait, c'est la fameuse question ici. Hein. Est-ce que je comprends l'entreprise? ServiceNow, pour l'instant, je comprends pas énormément. Et donc j'ai du travail à faire là-dessus. J'ai du mal à acheter une entreprise sans avoir fait, entre guillemets, tout ce travail, d'écouter la direction, etc. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Je pense qu'il y a beaucoup de ces entreprises qui sont à des prix intéressants. Et on en rentre en portefeuille, en tout cas, quand je dis on, j'en rentre, ce que je fais sur la chaîne, je vous en parle souvent. Et j'ai hâte de voir comment elles vont prendre le tour dans l'IA. Et celles qui le prennent pas, ça va être compliqué. Et celles qui le prennent, je pense qu'il va y avoir des sacrés retours sur investissement. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.